Bonjour donc à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là pour cette journée exceptionnelle qui fait le lien entre autisme et musique. Alors pour nous, c'est un très très grand moment, c'est un vrai plaisir. Je remercie tout d'abord Madame Claire Perrin-Ernoux qui nous a ouvert les portes de son auditorium. Enfin, nous y sommes. Ça fait plusieurs mois, presque une année, que nous préparons ce colloque. Donc, c'est un vrai plaisir pour les organisateurs. A4 Autisme, Cap Enfant, Apt Autisme. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui, d'être réunis. Plaisir de présenter des intervenants d'une très grande qualité. Ils ne sont pas tous assis ici. Donc, musiciens, cliniciens, chercheurs, musicothérapeutes et personnes concernées. Alors, c'est un moment avec de l'émotion pour moi, parce qu'avant de commencer, je souhaite dédier cette journée à Howard Button, dont le travail a profondément marqué l'accompagnement des personnes autistes et inspiré de nombreuses avancées dans ce domaine. Donc, il était fondateur de l'IME Adam Shelton et il nous a quittés il y a très peu de temps. Je souhaite que cette rencontre soit à la hauteur de son héritage. Alors, pour ouvrir officiellement ce colloque, j'ai l'honneur d'accueillir Catherine Barthélémy, professeure Catherine Barthélémy, dont les travaux pionniers sur l'autisme ont marqué durablement la recherche et l'accompagnement des personnes autistes. Catherine, chère Catherine, défricheuse de l'autisme, qui a consacré et consacre encore sa vie à cette recherche, Catherine préside depuis janvier 2024 l'Académie nationale de médecine. Catherine, professeure Catherine Barthélémy, est la première femme élue par ses pairs. Nous aurons ensuite l'intervention, pour ouvrir ce colloque, du président de l'association A4 Autisme, Michel Lebon, et son conseiller scientifique, professeur Philippe Ébrard, cher Philippe. Et donc, ce sont les co-organisateurs de ce colloque. D'ailleurs, on vous a donné des livrets où vous avez un peu le qui fait quoi, donc je vous invite à les lire. Et donc, ils œuvrent activement pour promouvoir l'inclusion et l'innovation dans le domaine de l'autisme. Ils nous rappelleront les enjeux de cette rencontre aujourd'hui, cette journée importante. Catherine, merci de nous faire l'honneur d'accepter d'ouvrir cette journée, de l'introduire et de poser les bases de nos échanges. On sait que tu ne pourras pas rester toute la journée, mais ton point de vue sur le sujet est essentiel, donc merci d'être là. Merci beaucoup de ce propos trop élogieux, mais qui retrace non seulement un parcours d'amitié et d'engagement collectif sur un sujet qui nous réunit tous, c'est-à-dire celui du trouble du neurodéveloppement et du handicap induit par ces troubles du neurodéveloppement vie entière. Donc, Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je reconnais beaucoup de visages qui ont, éclairé le parcours non seulement de l'accompagnement de ces personnes, de ces familles, mais aussi de la recherche et de la formation, et puis en dernier, de cet engagement qui est le mien de travailler avec les personnes concernées à tous les niveaux non seulement de l'accompagnement, mais aussi de la recherche, de la formation. Alors nous sommes accueillis, et c'est un grand merci à ceux qui nous accueillent aujourd'hui dans ce splendide auditorium, et c'est la musique qui nous réunit.
Une musique qui porte la relation, qui facilite la mise en lien et le développement de la communication, y compris avec celles et ceux qui, du fait de leurs troubles du neurodéveloppement, ne peuvent s'inscrire dans une interaction synchronisée avec autrui basée sur le langage. Scientifiques, musicothérapeutes, personnes concernées vont tour à tour s'exprimer aujourd'hui à cette tribune et je pense que c'est une magnifique réussite. L'autisme altère depuis le plus jeune âge, vous le savez, et même avant la naissance, le fonctionnement dans le cerveau de réseaux de neurones qui participent au développement de la communication sociale et de l'adaptation au changement. Grâce au progrès des neurosciences, nous savons maintenant que ces réseaux cérébraux sont sensibles à l'exercice, au jeu et à la réussite. Des séquences d'interaction sensorimotrices et socio-émotionnelles synchronisées sont à la base de rééducation fonctionnelle. La musique facilite ce partage. Elle soutient l'exercice des fonctions attention, intention, imitation, contact, communication. La réussite joyeuse donne envie à l'enfant de poursuivre, de recommencer. L'adulte invite l'enfant, lui propose un jeu, l'encourage. L'enfant est acteur de son progrès, qui réjouit son interlocuteur musicien. Les séquences thérapeutiques s'enchaînent. Voici le fil conducteur des programmes d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui des collègues qui ont activement et à de véritables, on va dire, participé à de véritables mutations dans la compréhension de l'autisme et qui ont courageusement, je souligne le courageusement, changé la donne dans notre pays. La médecine est un art et les artistes nous soignent. Le programme qui rassemble scientifiques, artistes et thérapeutes est une magnifique occasion de partager nos observations, nos questionnements, nos succès. Un très grand merci à Christiane Jambard. Où es-tu, Christiane ? Un très très grand merci à Christiane Jambard pour cette subtile orchestration. Tous mes vœux de réussite pour cette journée magnifique et pour les projets de formation et de recherche qui en seront issus. Je vous souhaite un très heureux et fructueux colloque. Alors bien sûr, Philippe Évrard, vous voyez, on peut dire qu'on ne se quitte plus depuis de très nombreuses années. Je pense que tu vas dire combien d'années ? 50. Ça ne nous rajeunit pas, mais enfin, on est toujours jeune dans notre cœur et le mieux possible dans notre tête. Merci beaucoup, très bonne journée. Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais excuser la ministre de la Solidarité qui a accepté de mettre ce colloque sous son haut patronage, mais qui est retenue par des réunions ministérielles. Je l'ai eu au téléphone hier, donc elle me demande de s'excuser, mais elle suivra de très près les résultats de nos travaux. Mesdames et messieurs, chers amis, chers professeurs, chers journalistes, puisqu'il y en a pas mal dans la salle aujourd'hui, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de ce colloque dédié à l'autisme et à la musique. Notre association ACAT a été créée il y a quelques années par des parents d'enfants autistes, des médecins référents par cette pathologie et avec l'aide du professeur Évrard. ACAT Autisme, accueil, action, avenir. C'est redonner l'espoir à des milliers de familles de voir leur enfant accéder aux apprentissages et être inclus dans la société.
Notre mission, c'est promouvoir le dépistage précoce de l'autisme et troubles du spectre autistique et la mise en œuvre des prises en charge efficaces et adaptées dès le plus jeune âge. Financer et participer sur le plan national et international à la recherche scientifique et médicale. Assurer la formation et la bonne information des parents, des professionnels et des institutions aux thérapies comportementales, éducatives et tout autre enseignement entrant dans ce cadre. Informer les familles, les professionnels, l'opinion publique, les médias et les représentants politiques concernant l'autisme. Promouvoir la recherche, le développement et la commercialisation de matériel, supports, méthodes, techniques en rapport avec les troubles du spectre autistique. Ce rassemblement marque une étape importante dans notre quête collective pour mieux comprendre et soutenir les personnes autistes à travers le prisme de la musique. La musique est un langage universel qui possède un pouvoir unique de transcender les barrières et de toucher les âmes. Pour les personnes autistes, elle peut être un espace d'expression privilégié, une porte vers la communication et d'épanouissement inestimable. Les caractéristiques sensorielles et cognitives propres à l'autisme trouvent souvent dans la musique un terrain particulièrement adapté pour s'épanouir. L'hypersensibilité sensorielle, la perception accrue des détails et parfois même l'oreille absolue sont autant de traits qui peuvent se révéler être des atouts précieux dans la pratique musicale. Ce colloque est l'occasion de partager des connaissances, des expériences et des innovations. Nous aurons le privilège d'écouter des experts, des chercheurs, des praticiens et des musiciens. Ensemble, nous explorerons comment la musique peut être intégrée dans les parcours de soins, d'éducation et de vie des personnes autistes. Nous aborderons également les défis et les opportunités liées à l'inclusion et à l'accessibilité de la musique pour tous. Ce colloque est aussi un appel à la collaboration, que nous soyons professionnels, journalistes, parents, autistes ou simples passionnés. Nous avons tous un rôle à jouer pour favoriser l'accès à la musique et créer des environnements où chacun peut s'épanouir. Ça me touche. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants, les organisateurs et vous, participants, par votre présence et votre engagement et la contribution de cet événement. Votre présence et votre participation sont essentielles pour faire avancer notre réflexion et nos actions en faveur des personnes autistes. Ensemble, faisons de cette journée un moment de partage, de réflexion et d'inspiration. En ouvrant ce colloque, je vous invite à embrasser pleinement l'esprit de partage, de découverte et de solidarité qui vous anime. Que cette journée soit riche en échanges fructueux, en rencontres inspirantes et en projets prometteurs. Ensemble, faisons en sorte que la musique continue d'illuminer la vie des personnes autistes et de tous ceux qui les entourent. Je vous souhaite à tous un excellent colloque, rempli de moments forts et de belles découvertes. Merci de votre attention. Merci Michel. Monsieur le Président d'A4, cher Michel, Madame la Présidente de l'Académie de médecine, devenue récemment, je vous l'annonce aujourd'hui, vice-présidente des Académies européennes de médecine, chère Catherine, Madame la Directrice Générale de Cap Enfant, chère Claudia, Madame la Présidente de l'association APT Autisme, chère Françoise, cher Guy, président de l'association des alumni de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, cher Guy, Madame la chef de projet Inclusion TSA et chère Christiane, chers amis, chers amis. La Révolution française en autisme a commencé il y a une 50aine d'années avec quelques très rares héros visionnaires tels que Gilbert Lelord et Catherine Barthélemy, qui à l'époque, dès 1972, m'ont fait le grand plaisir de m'associer au réseau
Tours, Louvain, Paris, Marseille, qu'ils ont créé à l'époque. Ce n'est qu'en 2012, 40 ans plus tard, que le concept des mamans frigidaires, quelle horreur, fut officiellement enterré, et que le concept de neuroatypie, à l'époque on ne disait pas ça, mais ça revient à ça, fut officiellement adopté par les autorités publiques françaises. Et cela grâce aux découvertes génétiques et aux neurosciences. Cela donna lieu aussi à la production des premières recommandations de bonnes pratiques basées sur la preuve et le consensus. Entre-temps, l'épigénétique est venue nous faire relativiser l'expression des gènes qui s'orientait tout doucement vers une dictature. La musique n'a pas une influence épigénétique directe au sens étroit du terme épigénétique, mais son influence est sans doute en bonne partie liée à des mécanismes épigénétiques. Notre colloque d'aujourd'hui s'inscrit ainsi dans une troisième révolution scientifique de l'autisme pour faire bénéficier les personnes autistes ou neuroatypiques de nouveaux progrès et de nouvelles recommandations de bonnes pratiques à leur service. Cher professeur Eve-Marie Quintin, nous vous remercions d'être venu spécialement de Montréal, du Québec, du Canada, avec lesquels nous avons des échanges amicaux et professionnels permanents et particulièrement étroits. Je n'en citerai que quelques-uns. L'hôpital Sainte-Justine à Montréal et l'hôpital Robert-Debré à Paris avons ensemble fondé en 2002 l'excellent réseau Mère-Enfant de la francophonie, encore présidé actuellement par notre ami Vincent-Nicolas Delpech. Ce réseau va probablement intensifier encore l'autisme dans ses actions, et cela dès sa prochaine réunion qui aura lieu à Lille en juin prochain. Je ne doute pas que mon ami le professeur Fabrice Brunet, collègue de Guy, directeur d'hôpital, va très certainement nous aider. Il fut mon collègue à l'assistance publique hôpitaux de Paris et est devenu ensuite directeur de Sainte-Justine, et il est l'actuel vice-recteur de l'Université du Québec à Montréal. Donc il va, j'en suis sûr, nous accompagner activement dans ce sens pour mettre l'autisme parmi les priorités du réseau Mère-Enfant de la francophonie. Avec d'autres, avec l'Académie nationale de médecine de France et avec également le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique. À McGill, l'actuelle maison du professeur Quintin, j'ai eu comme complice pendant très longtemps Michael Chevelle lorsque nous développions l'ICNA, International Child Neurology Association, qui est aussi très active dans l'autisme. Cher professeur Quintin, vous êtes aujourd'hui un nouveau lieu dans le flux universitaire si riche entre le Canada et la France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, je veux aussi fêter avec vous tous, le retour à Paris du professeur Olivier Beau. Il a fait sa thèse de sciences en neurosciences du développement sous ma direction dans mon laboratoire. Olivier a ensuite brillamment dirigé le service de néonatologie de l'hôpital Robert-Debré pendant 7 ans, et ensuite il a dirigé le service de néonatologie du CHU de Genève aussi pendant 7 ans.
À la demande de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et de l'Université Paris-Cité, qui ont beaucoup insisté auprès de lui car nous en avions absolument besoin, il a maintenant succédé au professeur Pierre-Henri Jarreau, qui lui est atteint par la limite d'âge, et Olivier vient de lui succéder comme chef du prestigieux service de néonatologie de Port-Royal-Cochin. Olivier est aussi un virtuose de la musique, qui a eu beaucoup de succès en interprétant la première ballade de Chopin au cours du séminaire 2001 de neurologie périnatale que j'organisais à l'époque chaque année à Royaumont. Et son interprétation de cette ballade de Chopin entraîna énormément d'applaudissements, autant que la conférence scientifique qu'il y donna et qui suivit. Donc moi je le considère comme un musicien professionnel, mais en tout cas sa profession principale n'est pas celle-là. Mais je ne doute pas qu'il acceptera certainement une invitation de venir interpréter Chopin ou autre chose lors d'une prochaine réunion de A4. Michel Lebon, notre président, et moi, nous sommes partagés les remerciements aux orateurs et aux acteurs qui ont accepté nos demandes de partenariat. Mon dernier mot s'adresse donc à notre très cher collègue et ami Christiane Jambert. Après une contribution d'importance nationale en faveur des personnes handicapées à la Haute Autorité de Santé, Christiane a fondé et dirige un très solide programme d'inclusion précoce des TSA et est l'indispensable consultante de notre association A4 et du groupe Cap Enfant. Elle y est consultante pour les actions de Cap Enfant en faveur de la détection précoce en crèche et de la stimulation sensorielle en crèche. Le programme et l'organisation du colloque d'aujourd'hui sont en grande partie l'œuvre de Christiane, aidée par Madame Bénédicte Duhard. Et maintenant, je passe donc la parole à Olivier, professeur Olivier Beau, que je vous ai présenté en détail, du moins certains détails, vous ne connaissez pas tout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup, cher Philippe, pour cette introduction qui me touche beaucoup et qui me fait me souvenir à quel point finalement la musique a été importante dans ma vie. Et d'ailleurs, j'ai une grande émotion à venir vous parler ici dans cet auditorium, car il me rappelle un petit peu la configuration des auditoriums que j'ai connus au CNR de Versailles et au CNSM de Paris, avec le piano. Alors, je vous rassure, je n'associerai pas mon topo à une quelconque interprétation d'une œuvre, mais évidemment, l'invitation pour venir faire un petit peu de musique dans un autre colloque est quelque chose que je retiens éventuellement. Voilà. Je voudrais préalablement quand même remercier Catherine Barthélémy, vous-même évidemment Philippe. Alors, je vais commencer tout d'abord par présenter un tout petit peu la prématurité. Peut-être que vous n'êtes pas trop familier concernant la prématurité. Qu'est-ce que c'est la prématurité? Ce sont des enfants qui naissent avant le terme théorique. Vous voyez que ça concerne environ 10% des enfants qui naissent dans le monde, ce qui est à dire 13 millions d'enfants chaque année par rapport aux 135 millions de naissances annuelles que l'on a dans le monde. Et ces 13 millions d'enfants qui vont naître vont malheureusement être confrontés à des complications qui peuvent aboutir à leur décès, environ 1 million de décès par an, ou à certains handicaps ultérieurs. On verra un petit peu plus tard lesquels. Des handicaps à la fois sur le plan moteur, cognitif, comportementaux, et l'autisme fait partie de ces handicaps, aboutissant, selon des données de grandes cohortes mondiales, à une perte de capital humain, on va dire, d'environ 200 millions d'années chaque année, ce qui est absolument considérable. Alors, concernant la musique, on peut se poser premièrement la question de savoir si le fœtus ou le nouveau-né entend réellement ce que nous entendons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les composants structurels de l'oreille interne sont présents très tôt pendant la vie fœtale, dès 15 semaines. La grossesse, qu'on considère un tout petit peu sous la forme de nombre de mois dans le public,
mais sous forme de semaines d'aménorrhée en médecine, comporte 40 semaines d'aménorrhée. Donc vous voyez, dès le premier trimestre de la grossesse, eh bien, les composants structurels sont présents et la fonction cochléaire est efficace dès 24 semaines. Pourquoi c'est important, 24 semaines? Parce que c'est l'âge à partir duquel les enfants sont réanimés en France et dans la plupart des pays du monde, en tout cas des pays industrialisés et ayant des technologies qui le permettent. Donc vous voyez que finalement la musique peut être un moyen d'exposer, d'intervenir auprès de ces enfants-là, même parmi des enfants très prématurés qui pèsent 500, 600, 700 grammes, pour finalement moduler un tout petit peu l'environnement auquel est confronté le cerveau en développement chez ces enfants qui n'auraient pas dû naître aussitôt. L'environnement auditif au cours de la vie prénatale, dans l'utérus, c'est un environnement de son organisé, très fortement musical. Les battements du cœur sont par exemple tout à fait rythmiques, par définition, puisque le rythme cardiaque augmenté de façon parallèle. Alors nous avons fait des études sur le rationnel biologique de l'ocytocine dans la neuroprotection en manipulant génétiquement certains modèles de rongeurs, et on s'est aperçu que finalement la neuroinflammation que vous voyez ici en rouge induite dans certains modèles de neuroinflammation est complètement réduite lorsque l'on stimule le relargage de l'ocytocine endogène par certaines techniques un peu sophistiquées de chémogénétique, et que finalement on restaure une myélisation normale par rapport à des modèles animaux qui voient une myélisation réduite. Pareil pour les lésions que l'on peut observer en IRM et pour les troubles du comportement, notamment social. Et je voudrais juste mentionner un des tests qui est un test social qui fait référence notamment dans les troubles du spectre autistique, qui est en fait un test social qui permet de déterminer si l'animal préfère interagir avec un de ses congénères plutôt que interagir avec un objet qui finalement n'est pas quelque chose de vivant. Et donc cette interaction sociale est prévenue par le relargage d'ocytocine. Voilà, donc pour conclure, vous voyez que la prématurité induit des troubles du comportement et des troubles des handicaps dont les troubles du spectre autistique font partie, que ces handicaps sont largement en lien avec de la neuroinflammation. Cette neuroinflammation est potentialisée par la balance cortisol-ocytocine, et lorsque l'on promeut certaines interventions précoces, comme l'exposition à la musique qui augmente le relargage d'ocytocine, eh bien on a une action qui est neuroprotectrice. Voilà, c'est un petit peu le schéma de conclusion qui montre que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, le déséquilibre hormonal peut être prévenu par la musique, par la voix maternelle ou paternelle, en réduisant l'inflammation systémique, en réduisant la neuroinflammation et les conséquences que cela peut avoir sur le cerveau en développement, même à très long terme, c'est-à-dire dans le cadre du développement de certains troubles du spectre autistique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Évidemment, je vais remercier tous les sponsors qui nous ont aidés à faire cette recherche. Bonjour, Agathe Delepeau pour le quotidien du médecin. J'avais une question sur l'augmentation entre 2000 et 2010 du nombre de diagnostics d'autisme. Évidemment, en effet, avec l'amélioration des diagnostics, mais est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une influence des techniques de réa qui font qu'il y a plus d'enfants qui survivent, ou pas nécessairement? C'est une bonne question, et effectivement, ce qui caractérise la période 2000 à 2020, c'est l'abaissement du seuil auquel les enfants sont réanimés. Autour des années 2000, on était plutôt entre 25 et 26 semaines, puis on s'est abaissé à 24, puis maintenant à 23, dans certains pays à 22. Donc vous imaginez bien que plus tôt le cerveau en développement va être exposé à un environnement nocif, et bien plus les conséquences peuvent être grandes. Et cela implique aussi que, puisqu'on réanime de plus en plus tôt, des enfants qui décédaient initialement dans les années 2000, même à 25 ou 26 semaines, ont plus de chances de survivre actuellement et donc de développer des handicaps ultérieurs, tout à fait. Ceci dit, on sait que
finalement, quand on regarde les cohortes de type épipage 1, épipage 2, eh bien, lorsqu'on compare au cours du temps, l'amélioration de la survie des grands prématurés ne se fait pas forcément au détriment du nombre de handicaps, c'est-à-dire que ce bénéfice en termes de mortalité s'associe malgré tout à une augmentation du nombre d'enfants qui vont survivre sans handicap. Bonjour, Noémie Roche, je suis professeure praticienne de la pédagogie Dolce que j'ai appris avec Françoise Doroc et aussi professeure d'éveil musical. Donc, savoir où est-ce qu'on peut retrouver des ouvrages voilà, de ce que vous venez de nous expliquer en fait, pour un petit peu peaufiner la question. Parce que cette question de néonatalité, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, la présentation que je vous ai faite est essentiellement basée sur la littérature médicale et scientifique. Donc, il n'y a pas réellement d'ouvrage en tant que tel de vulgarisation. Par contre, il y a des revues. Et ces revues que vous pouvez trouver sur les websites habituels, PubMed, Google Scholar, etc., sont généralement des revues quand même qui sont plus accessibles que des données très précises de sciences originales. Et donc c'est là-dessus que vous pouvez probablement vous appuyer. Oui, il y a une autre question également. Pourquoi ne pas diffuser de la musique dans les services de néonatologie? Voilà. Oui, c'est une bonne question. En réalité, on peut se dire, mais pourquoi finalement ne pas faire comme dans certains parkings ou dans certains endroits où il y a de la musique un tout petit peu douce qui sont censés adoucir les mœurs pour éviter peut-être des comportements inappropriés de certaines personnes. C'est très compliqué parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les bénéfices de la musique, comme de toute intervention, doivent être considérés comme des interventions individualisées. Chaque enfant a des besoins différents. Chaque enfant va être dans un état d'éveil-sommeil différent au cours de la journée. C'est pas un peu comme nous où on dort la nuit. Enfin, généralement, on dort la nuit et on est actif le jour. Les nouveau-nés prématurés, du fait des soins, du fait de leur immaturité du cycle nictéméral, n'ont pas cette cyclisation aussi nette. Et donc, l'exposition à des interventions, et notamment à la musique ou à la parole, doivent être en lien avec leur état de veille-sommeil et leurs besoins. Et donc, il n'est pas question d'exposer toute une série d'enfants à une intervention identique. C'est le principe même des soins de développement, c'est le principe des soins NIDCAP. Dans NIDCAP, le I, c'est individualisé. Bonjour, Susanna Kubik, France Musique. Une première petite précision par rapport à l'inflammation systémique que vous avez mentionnée prénatale. Je suis désolée, je suis que journaliste. Est-ce que donc, je ne le suis pas du tout. Est-ce que vous pouvez juste expliquer d'où elle vient, par quoi elle est provoquée? Et une deuxième pour enchaîner tout de suite. Est-ce que dans votre service, vous avez une intervention musicothérapeutique destinée à ces enfants, à ces prématurés? Merci beaucoup. Merci pour ces deux questions. Concernant donc la première question, l'inflammation, elle peut être en lien avec une infection. Une infection par voie ascendante, une rupture des membranes, donc certaines complications. La grossesse humaine est un processus physiologique, mais qui, comme tout processus physiologique, peut se compliquer d'événements pathologiques. Et donc la grossesse humaine n'échappe pas à cela, et on sait que différentes pathologies peuvent survenir. Une dysfonction placentaire, un retard de croissance intra-utérin, une prééclampsie, une chorioamniotite, c'est-à-dire une inflammation des membranes, décollement du placenta, des métrorragies, enfin voilà, toutes ces complications peuvent aboutir à de l'inflammation et aboutir donc à l'exposition du fœtus à cette inflammation. Concernant donc la musicothérapie, la réponse est oui. Mais je vous invite très volontiers dans le service de Port-Royal pour venir. Il y a de la musicothérapie. Nous sommes en lien avec la Fondation Gauthier-Capuçon
qui donc promeut la musique au sein des services, et notamment des services de néonatologie. Et nous avons la chance à Port-Royal, en plus, d'avoir le cloître de Port-Royal, le chœur des religieuses, qui permet de faire justement des événements musicaux réguliers. Et il y a une forte, on va dire, attirance de l'institution Cochat Port-Royal pour mêler les activités culturelles, et notamment en lien avec la musique, et la médecine. Et d'ailleurs, médecine et musique sont souvent très reliés. Voilà, donc je vous invite très volontiers dans le service. Merci. Jacques Gonzalez, ancien néonatologiste. L'enfant prématuré, évidemment, ne peut pas bénéficier qu'on lui donne le sein. Donc il y a à la fois absence de son et absence de peau à peau. Je voulais savoir si vous avez étudié des relations, je dirais, ocytocine avec on donne le biberon, on donne le sein. Alors, c'est une bonne question. Actuellement, le nouveau concept de prise en charge des grands prématurés, c'est le concept de zéro séparation. Avant, et ça me concernait aussi, on est toujours néonatologiste. À partir du moment où on l'a été, on l'est jusqu'à la fin de notre vie. Donc il n'y a pas des anciens et des nouveaux néonatologistes. Nous sommes tous les deux néonatologistes, par exemple. Mais l'évolution de la prise en charge est très importante dans notre domaine. C'est un des domaines les plus dynamiques de la médecine. Lorsque j'ai commencé les études de néonatologie, effectivement, les parents ne pouvaient rentrer dans le service que quelques heures ou une après-midi. De nos jours, c'est 24 heures sur 24. Et le nouveau concept, c'est qu'au lieu de réanimer un enfant prématuré sur une table de réanimation, comme on a connu, eh bien, on le réanime sur le père ou sur la mère. De telle manière, justement, à ce qu'il n'y ait pas de rupture de ce contact et que les parents, finalement, aient cette notion qu'il n'est pas envisageable de se séparer de son enfant ultérieurement. Car, finalement, quand des parents n'ont pas eu cette séparation initiale, ils sont plus prompts à vouloir rester le plus longtemps possible. Et l'environnement structurel maintenant des chambres accueillant les nouveau-nés prématurés sont des chambres finalement qui accueillent non seulement le prématuré, mais aussi les parents. Et les parents peuvent rester 24 heures sur 24, participer aux soins et donc avoir du pot à pot qui peut durer pendant des heures, voire être quasi permanent. Alors concernant le pot à pot et l'allaitement, là aussi, on peut très bien proposer à l'enfant prématuré de faire des tétées non nutritives, comme on dit, c'est-à-dire de téter le sein de la maman et donc de récupérer d'ailleurs le souvenir de l'olfaction qu'il a eue en anténatal avec l'odeur de la maman. Et en tout cas pour le pot à pot, ça a été parfaitement démontré comme associé à une augmentation de l'ocytocine. Merci. Merci. Il y a une avant-dernière question. Il y a 2 questions encore. Je voulais savoir s'il y avait eu des études sur, d'une part déjà pour les prématurés, en fonction de s'ils ont été beaucoup exposés à la musique, donc par exemple les parents qui vont mettre une enceinte ou quelque chose pour plus exposer, donc pas que les voix, les battements de cœur. Et aussi, est-ce qu'il y a eu des études sur les non prématurés, mais pour lesquels, par exemple, la mère a dû être alitée pour éviter une naissance prématurée? Alors, l'exposition à la musique par enceinte, vous voulez dire en anténatal ou après? En anténatal. Il y a des études qui ont démontré qu'il y avait justement une réactivité du fœtus par rapport à l'exposition à la musique avant la naissance, ce qui permet d'asseoir le fait que finalement les réseaux en lien avec le processing auditif de l'exposition acoustique se fait aussi très tôt dans la vie fœtale. Maintenant, il n'y a pas évidemment eu d'études qui ont démontré que cette exposition anténatale avait une influence hormonale sur l'enfant, puisque, en plus, par définition, en anténatal, l'enfant n'est pas exposé à un environnement nocif. Voilà. Bonjour. Alors, Corentin Pedamoska, je suis référent éducatif. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas si ça va être une question bête. Mais aucune question bête. Super.
Je me demandais s'il y avait eu des études sur la fréquence d'exposition à la musique, parce que j'imagine qu'une maman ne va pas chanter toute la journée à son enfant. Donc, est-ce qu'il y a une fréquence qui est la plus optimale pour la production d'ocytocine? Et je me posais la question aussi, est-ce qu'il y a l'ocytocine, il y a un moment dans la journée où peut-être qu'il va y avoir une meilleure production aussi d'ocytocine? C'est 3 excellentes questions, justement. Voilà. Pourquoi? Première question, la durée d'exposition. Les études dont je vous ai montré, que je vous ai montrées, notamment celle de Petra Hupy, c'était des expositions de 8 minutes seulement. Vous voyez que 8 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Donc, ce sont des expositions courtes. Donc, on imagine bien que finalement, une exposition plus prolongée, plus individualisée, induite par la mère ou les parents, peuvent avoir un impact aussi important. Deuxième question concernant donc il y avait la durée. La deuxième question, c'était sur... Est-ce qu'il y a un moment dans la journée? Le moment dans la journée, très bonne question. On ne sait pas. On peut imaginer que l'éveil permette d'avoir une réponse plus adéquate. Mais vous voyez, dans l'étude de Petra Hupy, il y avait 3 types de musique. Une musique pour endormir l'enfant, parce qu'on savait que là, cet enfant allait probablement vouloir dormir. Une musique où on commençait à avoir des prémices d'un réveil alors que l'enfant était endormi. Et une musique qui était appliquée parce que l'enfant était finalement éveillé, les yeux ouverts, ou qu'il était actif au moment des soins. Voilà. Maintenant, on sait le point clé, c'est de savoir quel est le type d'intervention, à quel moment et à quelle dose, entre guillemets, si on peut considérer qu'on peut parler de dose dans une intervention telle que la musique, comme pour un médicament, quelle est l'intervention qui est la plus à même de libérer en endogène l'ocytocine que nous produisons nous-mêmes. Là, on ne parle pas de faire un spray d'ocytocine pour les prématurés, mais c'est plus de se dire, ok, on a finalement une production d'ocytocine qu'on peut relarguer, c'était tout le concept de l'étude dont je vous ai montré en chémogénétique, cette modification génétique permettait non pas d'utiliser l'ocytocine comme un médicament, comme une intervention pharmacologique, mais comme un relargage de l'ocytocine endogène elle-même, de telle manière à préserver notamment toutes les propriétés pharmacologiques de l'ocytocine, telles que nous, on la ressent lorsqu'on la relargue spontanément en réponse à quelque chose. Merci beaucoup. Alors, voilà, on a appris plein de choses. Je pense qu'en ouverture, c'était intéressant qu'on passe par la présentation du Dr Beau. Alors, accessible à tous, vous laissez vos coordonnées. Je pense que vous allez avoir plein. Si tout le monde pouvait faire ça dans les intervenants, mais voilà, j'oblige personne, mais en tout cas, je pense que tout le monde a été passionné. Je pense à Claudia, co-organisatrice de ce colloque par rapport à Cap Enfant et les bulles musicales. Je pense que j'ai vu qu'elle prenait beaucoup de notes. Je pense que ça l'a beaucoup touchée. Et ça nous... je dis toujours, en fait, je n'ai pas raconté mon parcours et je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui, mais après 20 ans, plus de 20 ans dans l'autisme sur le terrain et puis après ailleurs, dans des agences d'État, je dirais qu'il y a quand même un avant et un après et qu'aujourd'hui, avec toutes les informations que l'on a, on a du travail en fait. On a du travail pour accompagner les personnes autistes, pour accompagner les enfants et je trouve ça génial. Voilà, je suis très émue de cette présentation. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais avoir le plaisir d'accueillir le docteur Bruno Gepner, psychiatre, chercheur et musicothérapeute, monsieur Stéphane Scotto Di Rinaldi, je l'ai bien prononcé, musicien, psychologue, psychothérapeute et musicothérapeute, voilà, mais qui travaillent ensemble, qui nous invitent à explorer les bénéfices de la musicothérapie pour les personnes ayant des troubles du spectre autistique. J'ai beaucoup de plaisir à être, même si c'est en distance, et j'aurais eu beaucoup plus de plaisir à être parmi vous et pouvoir échanger. Et c'est les obligations familiales qui me retiennent à Aix-en-Provence. Eh bien, écoutez, en dehors de certaines musiques qui font exception à la règle,
peut-être par exemple les musiques militaires qui mènent les jeunes les moins jeunes au combat. En général, la musique adoucit les mœurs et on va essayer de vous montrer avec Stéphane en quoi et comment elle peut contribuer à soigner les troubles neurodéveloppementaux, mais pas que. Et nous avons eu une excellente présentation du professeur Beau, que je remercie, c'est très intéressant. Alors, un rapport de l'OMS de 2019 montre que, dans l'ensemble, les arts, musique, théâtre, danse peuvent potentiellement avoir un impact sur la santé physique en affectant les déterminants sociaux, soutenant le développement de l'enfant, encourageant des comportements favorables à la santé, aidant à prévenir la mauvaise santé et soutenant la prise en charge des personnes dépendantes. Et alors, dans le cadre de la gestion et du traitement des maladies, les arts peuvent aider les personnes souffrant de maladies mentales, schizophrénie, troubles bipolaires et autres, aider les personnes souffrant de troubles neurodéveloppementaux, on va en parler, mais également neurologiques aigus, comme des AVC, ou chroniques, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, aider à la gestion des maladies non transmissibles. Et enfin, la musique peut soutenir les soins de fin de vie. Les vertus curatives de la musique sont connues depuis l'Antiquité. Les Égyptiens, les tribus amérindiennes utilisent les tambours et les chants, la danse dans les rituels de guérison. La médecine traditionnelle chinoise utilise des tonalités et des rythmes spécifiques pour équilibrer l'énergie du corps, le qi, et améliorer la santé. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'Église chrétienne a popularisé la musique pour les fidèles, la musique pour tous les fidèles, et qui est un moyen non seulement de dévotion, mais également une expérience potentiellement thérapeutique. Au XVIIIe et XIXe siècle, aux USA et en Angleterre, les premières recherches sur le système nerveux humain ont été menées en parallèle à l'émergence de la musicothérapie en tant que domaine d'étude. Stéphane va en parler tout à l'heure. Alors, les effets de la musique sur le corps et la psyché sont maintenant bien connus, avec de bons exemples avec le professeur Beau. Sa forte fonction sociale est reconnue comme le principal facteur de développement et de la préservation de la musique dans toutes les communautés humaines. La musique est aussi l'art qui génère l'engagement temporel et multisensoriel le plus important, ce qui augmente sa capacité à former des connexions émotionnelles et mémorielles fortes et durables. La musique sculpte le cerveau, on va dire comme tous les apprentissages, mais c'est assez spectaculaire pour les musiciens, puisque des musiciens chevronnés ont par exemple un corps calleux vraiment hypertrophié par rapport aux non-musiciens, et le faisceau arqué qui relie les zones auditives et visuelles aux zones motrices et prémotrices est plus développé chez les musiciens que dans la population générale. La musique agit, stimule le noyau accumbens, l'amygdale, l'hippocampe, elle accroît la libération d'endorphines, de sérotonine, d'ocytocine, mais aussi de dopamine. Autant de choses qui peuvent être bonnes pour la santé et le corps. La musique joyeuse est connue pour susciter des pensées orientées vers le présent et l'avenir, des émotions généralement positives et une attention accrue portée aux autres, qui s'est également associée à une activité cérébrale et frontale accrue. Les musiques tristes provoquent quant à elles une réflexion plutôt sur les événements passés et s'accompagnent d'une activité neuronale accrue dans les zones du cerveau liées à l'introspection et à la récupération de la mémoire via le noyau accumbens. Elle joue un rôle sur le ressenti, le vécu subjectif en première personne, mais aussi, comme l'a dit déjà M. Ball, sur les émotions, la mémoire, et notamment autobiographique, ce qui permet de réactualiser des souvenirs chez les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, également sur la parole et le langage, la motricité, la communication et la socialisation. De multiples travaux le démontrent. La musique est utilisée, je rajouterais en néonatologie, mais elle est utilisée en cancérologie, en pneumo, en cardio, en neurologie, en algologie, dans la dépression, les TND et, on l'a dit déjà, les troubles neurodégénératifs. La musique et les TND, il y a deux exemples de TND non autistiques, donc la dyslexie, pardonnez-moi, et des travaux, notamment de Michel Hadid et d'autres, ont montré que la pratique de la musique, notamment rythmique, renforce le faisceau arqué dont j'ai parlé tout à l'heure, qui joue un rôle dans l'apprentissage, notamment de la lecture,
qui accroît la cohérence temporelle entre des zones cérébrales impliquées dans la lecture et améliore significativement la lecture, autant en rapidité qu'en exactitude. Et enfin, chez les enfants qui ont un TDA avec hyperactivité, un trouble déficitaire de l'attention, l'écoute et la pratique de rythmes musicaux avec métronome ou des rythmes plus complexes entraînent le sujet à ajuster les fluctuations spontanées de son attention avec les régularités de son environnement sonore qui accroît son attention et visio-spatiale et diminue son impulsivité. Alors pourquoi la musique et la musicothérapie dans les TSA? Nous connaissons les fragilités et les difficultés dans les TSA, qu'il s'agisse de problèmes sensoriels, moteurs, émotionnels, dans les fonctions exécutives, la communication verbale, émotionnelle et les liens socio-émotionnels. Et la musique a une action sur tous ces paramètres. Et puis il y a le fonctionnement, comme l'a dit le présentateur de tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, désolé, le fonctionnement émotionnel et cognitif particulier des personnes TSA peut expliquer leur attirance et le développement des compétences particulières en musique. Il y a des îlots de compétences, tels que décrits par Jutta Fritz, la sensibilité émotionnelle accrue, une attention, une perception accrue, effectivement, des détails visuels et en l'occurrence sonores, l'oreille absolue, qui est plus fréquemment rencontrée chez les personnes TSA que dans la population générale, l'hypersensibilité sensorielle, bien connue, les synesthésies également, qui sont une conversion d'une modalité sensorielle à une autre, des paroles qui deviennent des notes ou des sons de musique qui sont des formes, et sont également plus fréquentes dans la population autistique que dans la population générale. Et puis, ces intérêts restreints, mais qui, peut-être en étant restreints, sont parfois d'autant plus approfondis. Il y a le perfectionnisme qui est assez aussi fréquent chez les personnes autistes, la fascination pour l'ordre et les régularités, et des capacités mnésiques souvent accrues dans la population autistique. Je laisse la parole à Stéphane. Merci Bruno, merci aussi, j'en profite évidemment de remercier Christiane et Françoise notamment, mais pas que, et toutes les personnes qui organisent cette belle journée, dont je suis évidemment très heureux de participer. Donc sans plus attendre, en fait, avant de vous parler de ce que est la musicothérapie, en fait, j'aime beaucoup la présenter parce que ce qu'elle n'est pas, en fait. Et en fait, la musicothérapie, alors le titre n'est malheureusement pas protégé, l'exercice l'est évidemment encore moins. En fait, ce qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est pas pédagogique, elle n'est pas occupationnelle, elle n'est pas un groupe de musique ou un prétexte pour un musicien qui fait de la musicien ou juste mélomane, si j'ose le dire comme ça, pour proposer à des patients aussi de la musique. C'est pas une simple médiation au sens médiation thérapeutique, qui est une acception très franco-française et qui parle beaucoup de l'école on va dire psychanalytique, René Roussillon, Anne Brun, l'école lyonnaise notamment. Donc c'est au-delà de ça, puisque cette médiation-là est utilisée par les psychologues à viser de réintroduire davantage la psychothérapie. Donc c'est vraiment un médium, en fait, la musique. La musicothérapie, donc c'est un peu plus que ça finalement. C'est pas non plus de la musicologie, pardon, qui est une vraie discipline universitaire qui étudie, je dis pas que la musique ne l'est pas, mais en tout cas qui étudie vraiment la musique pour ce qu'elle est, évidemment. Voilà, donc, et je parle des musicothérapies parce qu'il y a autant de musicothérapeutes que de musicothérapie. Finalement, moi-même je pratique une musicothérapie qui n'est pas forcément la même que d'autres, et évidemment ça dépend des appétences qu'on a avec tel ou tel instrument, etc., etc. Elle fait partie d'une catégorie qui est plus grande, qu'on appelle aussi les interventions non médicamenteuses, les thérapies les soins de support, thérapies complémentaires, etc., etc. Cette définition, elle est très consensuelle. Finalement, vous pouvez retrouver évidemment le référentiel métier sur le site de la Fédération française des musicothérapeutes, qui aussi a détaillé davantage. Globalement, on peut dire qu'elle peut se passer donc de manière individuelle ou groupale, et qu'elle peut être active ou réceptive, ou réceptive d'ailleurs. Donc active, ça veut dire que le patient est avec un instrument et le thérapeute l'est également. Et réceptive, c'est que finalement le patient a une écoute active, si j'ose le dire comme ça, mais qui ne va pas forcément utiliser l'instrument. Évidemment,
elle est, le choix de ce type de musicothérapie, la modalité individuelle ou groupale et l'instrumentarium utilisé va grandement dépendre d'un bilan psychomusical. Certes, il n'est pas standardisé, mais c'est intéressant parce que ça donne vraiment, on va dire, une idée de quel instrument utiliser et à la fois aussi quelle cible thérapeutique utiliser, ciblée, si je peux le dire comme ça, par la musicothérapie. En France aussi, depuis 2018, on a aussi un mouvement qui vient des pays anglo-saxons, mais qui est la neuromusicothérapie, qui est une sorte de remédiation cognitive, on va dire, basée par la musique, quoi, pour le dire extrêmement rapidement. Faisons un peu d'histoire, parce que j'aime bien ça aussi. Avant de savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on part. Donc ces personnes que vous voyez sont Paul Nordhoff et Clive Robbins, qui sont un peu les piliers, les fondateurs, on va dire, de cette approche musicothérapeutique qui a utilisé la musicothérapie active basée sur l'improvisation musicale. Et cette forme de musicothérapie, elle a clairement fait école. Aujourd'hui, j'avance un peu, mais en fait, il y a beaucoup de travaux dans les pays scandinaves et dans les pays anglo-saxons qui s'appuient sur cette méthode Nordhoff-Robbins, qui, alors en France, est un peu moins connu, un peu moins utilisé, mais en tout cas dans ces pays, il l'est. Il y a d'autres noms qui sont importants, comme Juliette Alvin, qui était une Française qui est partie en Angleterre, et un peu dans sa digne succession, Amelia Oldfield aussi, qui a écrit un très joli bouquin que je vous recommande, sur la musicothérapie interactive. Du coup, on va revenir encore un peu plus en arrière. Donc, les années 40 étaient quand même assez propices à la découverte, on va dire, de l'autisme. C'est parce qu'on a en tête évidemment l'histoire aussi de l'autisme qui est parallèle à la musicothérapie, mais avec Léo Kanner et Hans Asperger, même si il est d'usage de plus trop prononcer son nom pour tout ce qu'on sait. Mais bon, voilà, on va quand même le faire à titre d'histoire. En tout cas, la profession de musicothérapeute, elle se définit. Il n'y a pas encore de publication qui sort à ce moment-là, mais ça va dépendre vraiment, évidemment, des contextes sociaux dans lesquels, évidemment, la psychiatrie a une grande influence, puisqu'elle a été très asilaire, comme vous le savez, beaucoup moins dans cette décennie-là, et maintenant, on va dire qu'elle est un petit peu plus hybride, parce que, comment dire, je trouve en tout cas qu'elle s'est refermée un peu, mais que l'accès à la culture est toujours présent. Mais bon, bref, on en débattra avec grand plaisir. En tout cas, donc les musicothérapeutes se forment là, s'organisent en tout cas dans le monde. La musicothérapie avec des premières revues très spécialisées aussi sur le domaine. Et la musicothérapie, elle est d'abord davantage pédagogique. Et c'est un peu ce qui crée, je pense, aussi la confusion, peut-être encore aujourd'hui, parce que quand on lit certains travaux, c'est vrai que parfois c'est pas toujours bien expliqué. En tout cas, voilà, il y a des confusions, surtout sur le caractère occupationnel, alors que tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais on dit thérapeutique, vous savez bien que c'était un mot qui est un peu galvaudé malheureusement, mais en fait qui dépend de la. Vous m'avez compris, je ne t'aurais pas reprendre. J'avance. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que on va avancer encore un petit peu. Donc, dans le monde encore aussi, dans les années 70-80, il y a un mouvement un petit peu paradoxal qui s'opère. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut observer qu'il y a différentes associations de musicothérapie dans le monde qui commencent à émerger. La profession prend quand même beaucoup plus de place. Mais paradoxalement, aux États-Unis, le contexte économique, ça vous doutez que la musicothérapie n'est pas forcément celle qu'on va prioriser en cas de contexte économique un peu compliqué, ce qui est évidemment normal en tout cas, mais bon, bref, on va pas faire de politique. En tout cas, il ne s'est pas rien passé sur cette décennie, puisque Nordhoff-Robbins, donc forts de leur expérience clinique, ont publié du coup un ouvrage qui parle de leur technique en fait finalement en 77. Et puis en France, on a aussi Edith Lecourt, qui est professeure de psychologie et psychanalyste et musicothérapeute, qui va proposer des études de cas et des études observationnelles. On va faire un autre bond dans le temps encore. Aux États-Unis, ils ont été un peu plus en avance que nous, parce qu'il y a quand même des politiques d'inclusion qui ont permis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, finalement, quand on observe cette histoire, on voit quand même que
le développement de la musicothérapie, elle est quand même extrêmement sensible et dépendante des politiques d'inclusion, de différentes politiques de santé, ce qui est aussi normal, quoi. J'ai envie de dire pour d'autres thérapeutiques aussi, mais particulièrement pour celle-ci. Et on a Michael Tau aussi, qui en France a pas mal, et même pas qu'en France, mais je veux dire qui a beaucoup milité pour la neuromusicothérapie dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est un des rares auteurs qui publiait sur ce sujet. Et il faut attendre 89 pour avoir vraiment un premier article. Du coup, peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est que si on observe finalement les effets de la musique sur le cerveau, on voit évidemment il y a beaucoup plus d'études que la musicothérapie au sens propre du terme. On voit qu'il y a Colin Trevarten qui avait déjà parlé finalement que la musique rythmique ou mélodique, elle peut vraiment un peu avoir une influence sur la régulation émotionnelle, ce qui est intéressant, et surtout sur un pan de la diade autistique qui est extrêmement important, c'est la communication et plein d'aspects communicationnels. Voilà. Et évidemment, c'est encore plus assis par d'autres études aussi, qui montrent qu'il y a vraiment, si on passe par la musique, le décodage émotionnel et la reconnaissance des émotions, si on passe par cette médiation, je me fais piéger par mes propres mots, mais en tout cas par la musique, on voit qu'il n'y a pas de différence, et ça c'est extrêmement important, parce que certes la musique est un langage qui est très complexe pour des musiciens, mais en tout cas, quand on l'utilise dans un contexte musicothérapeutique, effectivement, elle a, on va dire, elle est beaucoup plus lisible, si j'ose le dire comme ça, beaucoup moins complexe que des interactions sociales ou que cette prise de parole que j'essaye de faire. En tout cas, avant de parler davantage aussi des études en musicothérapie, parce que c'est le cœur de ce propos, juste j'aurais aimé vous parler alors d'une réflexion en fait peut-être qu'il est nécessaire de garder à l'esprit, mais pareil, j'aurai pas le temps d'en débattre et je le ferai avec plaisir dans le temps des questions et des échanges, sur une question vraiment épistémologique, c'est-à-dire en fait, quand on s'amuse en fait à comparer plusieurs littératures entre elles, ce que je me suis amusé à faire sur la musicothérapie notamment, on voit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes littératures, il y a des grands décalages, donc là on parle d'autisme, mais si on compare avec l'anorexie, c'est aussi pas du tout la même littérature, et donc ça vient aussi questionner, alors si on s'appuie sur des études purement quantitatives, est-ce qu'on est censé travailler ou pas, sachant que ce n'est pas reconnu par la Haute Autorité de Santé aussi, donc j'en profite au passage, mais je trouve que c'est intéressant de le poser ici, ce qui est normal. Mais donc ça vient questionner quand même. La langue française est très riche, mais bizarrement la langue anglaise a deux acceptions pour le mot d'efficacité, qui est efficacy et effectiveness, et c'est vrai que on pourrait le traduire par efficience, mais bon bref, c'est pas tout à fait cette chose-là, mais en tout cas, de quoi on parle quand on parle d'efficacité? Je lance la question, évidemment, je n'aurai pas le temps d'y répondre ici. Donc, si on est sur cette étude-là qui est intéressante, si on le compare à la psychothérapie, finalement, ça ressemblerait presque à de la thérapie familiale, mais basée avec une forme de musicothérapie et qui améliore finalement la relation parent-enfant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et il y a aussi cette étude, cette méta-analyse qui a été dans cette revue Cochrane de l'équipe de Monica Gires-Seger, qui s'est appuyée sur une méta-analyse de Christian Gold, qui fait partie aussi de son équipe en 2006, qui a été la première vraiment méta-analyse. Il n'y avait que 3 études à l'époque. Ça a été suivi après par une autre méta-analyse à Cordino et son équipe aussi en 2007. Et dans cette méta-analyse, ce qui est intéressant d'observer, c'est quand même que c'était hier pour moi, parce que 2014, c'était il y a juste 11 ans. Mais tout à l'heure, le Dr Gettner va vous présenter la revue, l'update un peu de cette méta-analyse. Et on voit qu'elle ne fait que grandir avec le temps. Il faut lui laisser encore un peu de temps peut-être, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des effets positifs donc, sur des aspects très clés de la diade autistique pendant les séances, mais surtout ce qui est intéressant, c'est en dehors des séances. Donc on peut dire aussi que la musicothérapie,
elle pourrait permettre aussi, ce qui est un peu le Graal du thérapeute ou du clinicien, c'est ce transfert de compétences à l'extérieur des séances, parce que c'est très bien d'apprendre les choses avec quelqu'un, mais l'idée c'est de pouvoir rendre autonome la personne, en tout cas. C'est comme ça que je pense comprendre mon métier de clinicien. Et donc dans cette revue, l'équipe de l'IRA a étudié en 2017, a fait une méta-analyse sur plusieurs thérapies, dont la musicothérapie, mais pas que, et elle a montré que la musicothérapie elle a un meilleur niveau de preuve d'efficacité, de faible à modéré, par rapport à d'autres soins, d'autres prises en charge dans les TSA. Et donc ça aussi, ça nous éveille sur quelque chose, notamment dans la déficience intellectuelle, c'est que l'idée, ça serait d'éviter les effets iatrogènes aussi de la médication par quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable, la musique par exemple. Voilà, j'allais dire autre chose, mais c'est pas grave. Donc il y a aussi cette étude qui a aussi montré évidemment une augmentation significative des compétences sociales aussi chez certains enfants. Et si on est sur des études beaucoup plus on va dire fondamentales, mais tout à l'heure ça l'a très bien été dit par le docteur ou professeur, je suis désolé d'écorcher ça, mais voilà, Olivier Beau du coup, pardon. Je réfléchis en même temps que je parle. En tout cas, vous avez parlé d'une étude qu'on n'a pas citée, mais effectivement que la musique a un effet sur les connectivités cérébrales, et ça c'est vraiment intéressant aussi de le garder en mémoire. Mais c'est une parenthèse, on va dire, parce que c'est pas le propos de la musicothérapie, parce que j'essaie de vraiment scinder des études, on va dire, qui sont vraiment, qui peuvent parler du terrain et des cliniciens, et voilà, donc c'est de la recherche appliquée en fait finalement au terrain. On voit aussi que il y a évidemment, ça c'est très intéressant cette étude, parce que c'est quand même un marqueur très significatif de l'anxiété. Donc après une seule séance, on voit qu'il y a quand même sur des facteurs physiologiques, on voit qu'il y a aussi un résultat qui est intéressant. Et cette étude est intéressante de Thomas Rabeyron, qui est en collaboration avec le LabMine, qui est en France une des rares on va dire, instances qui travaillent un petit peu sur la recherche en musicothérapie. Et donc cette étude a montré que par rapport à une écoute musicale seule, la musicothérapie, donc la qualité de l'interaction, on va dire, le processus thérapeutique aussi, a aussi une part à jouer dans l'amélioration des symptômes autistiques. Chez les adultes avec déficience intellectuelle, du coup, il y a très peu d'études, on en a retenu même pas 7, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui existent, parce que surtout dans la déficience intellectuelle, c'est assez difficile de protocoliser. Ça, c'est tous les biais de la recherche clinique, parce que c'est très très difficile d'avoir des données propres, pour le dire comme ça. On a cette étude aussi qui est extrêmement intéressante de Lundvik et de son équipe, qui, alors c'est pas tout à fait de la musicothérapie proprement parler, c'est plus une chaise vibroacoustique qu'ils ont utilisée. On va peut-être dire de la sonothérapie, mais j'ai pas envie d'ouvrir un autre débat sur une autre ramification que de ce que n'est pas la musicothérapie. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que cette étude a montré quand même que par la vibration, il y avait une réduction finalement des troubles aussi du comportement, de ce qu'on peut appeler aussi les comportements défis, quand on est face aussi à des troubles du comportement avec aggravés ou pas, peu ou prou, on va dire, par la déficience intellectuelle. Cette étude espagnole aussi est très intéressante, puisque elle a montré que couplé à la musicothérapie, donc au mouvement et au rythme, finalement, et à la mélodie, en fait, il y avait une amélioration, là encore, des pans très importants de la diade autistique, mais également une diminution de certains troubles du comportement, dans les troubles instinctifs. Et ça, c'est pareil, quelque chose qui peut être à considérer dans des institutions. Voilà, et puis
Après, donc ça c'est une étude aussi avec Bergman, qui est une équipe allemande. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sujets, donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais on retrouve là encore un peu la suite un peu de tout ça. Et puis Bergman, il est intéressant puisque son équipe aussi, parce qu'ils ont créé le MUSAD, qui est on va dire un outil diagnostique qui utilise la musique. Donc qui est quand même beaucoup plus adapté. Si on voudrait même faire de la recherche clinique, je trouverais ça plus intéressant pour voir ce qui peut être amélioré ou pas par ce vecteur, quoi. Et si on va du côté donc, des adultes mais sans déficience intellectuelle, eh ben, on voit que finalement la vibration elle est quand même importante aussi, à la fois donc, dans l'étude que je vous ai citée tout à l'heure, mais également auprès de personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Alors évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes effets, et puis ça sera pas tout à fait élaboré de la même manière, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose à garder aussi en tête. Il y a quelques études qui sont extrêmement prometteuses aussi, hein, le Soundscape qui a utilisé la MAO, la musique assistée par ordinateur. Voilà, donc ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'idée c'est d'utiliser aussi l'attrait numérique finalement qu'ont les personnes autistes sans déficience intellectuelle. Voilà, donc on a des très beaux résultats aussi. Et voilà, et puis j'avais envie aussi de discuter rapidement que issu de séances dans un FAM notamment, il y a des groupes qui ont émergé. Donc Percujam par exemple, qui a même fait un concert à l'Olympia, ce qui est intéressant. Et puis le groupe Astéréotypie, qui fait plus du rock prog. Alors c'est pas trop ma cam, mais ça c'est mes goûts personnels. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et puis ça montre aussi vraiment l'expressivité permise par la musicothérapie. Et je redonne la parole au docteur Gepner et je la reprendrai pour terminer. Je vous présente donc là une étude de la très sérieuse Cochrane Database qui fait des très systématiques méta-analyses. Et on en a une donc, qui fait suite aux deux précédents de 2006 et de 2014. Celle de 2022 a vraiment fait un saut quantitatif et qualitatif important. La méta-analyse de 2022 donc, regroupe 26 études pour 1165 participants. 21 études incluent des enfants et 5 études incluent des jeunes adultes. Les durées d'intervention sont très variables, 3 jours à 8 mois, ainsi que les niveaux de gravité, les compétences linguistiques et la cognition sont très variables. Les résultats de cette étude, donc de cette méta-analyse, montrent que la musicothérapie est plus susceptible d'avoir un effet positif sur l'amélioration globale. Les termes sont très précis, très choisis, et ce avec une certitude modérée, ce qui, comme l'a dit Stéphane, est quand même parmi les critères donc, de pertinence qui sont quand même, dans le cadre de l'autisme, qui sont très satisfaisants et au moins aussi bons que les critères de pertinence, donc d'efficacité de médicaments. La musicothérapie augmente probablement aussi donc, la qualité de vie par rapport à la thérapie placebo ou des soins standards. Elle entraîne également probablement une réduction importante de la gravité de l'autisme, avec une certitude modérée. Aucune preuve claire de différence entre la musicothérapie et des groupes de comparaison immédiatement après l'intervention a été constatée pour l'interaction sociale. Mais comme c'est avec une faible certitude, ça pourrait changer avec d'autres données, ainsi que la communication non verbale, faible certitude, et communication verbale, très faible certitude. Et puis, aucune de ces études n'a rapporté d'effets indésirables. Je vais passer à la suivante. En conclusion donc, de cette étude, la musicothérapie est probablement associée à une chance accrue d'amélioration globale pour les personnes autistes, les aide probablement à diminuer la gravité de leurs troubles autistiques et améliorer la qualité de vie sans augmenter d'éléments indésirables. Par rapport aux deux versions antérieures des revues Cochrane, celle-ci montre une plus grande certitude et plus grande applicabilité des résultats, parce que les échantillons sont plus grands, des âges plus étendus, des interventions
plus longues, avec des évaluations de suivi, avec des échelles validées. Ces nouvelles preuves sont importantes pour les personnes autistes et leurs familles, ainsi que pour les décideurs politiques, les prestataires de services et les cliniciens, pour les aider à prendre des décisions concernant le type et le volume d'intervention qui devrait être fourni et dans la planification des ressources. Donc, je reviendrai, mais hors de cette étude, donc, on a des arguments tangibles et sérieux maintenant pour aller de l'avant, pour recommander la musicothérapie, mais j'y reviendrai après. Une étude de 2022 s'intéresse aux expériences et aux vécus subjectifs des adultes autistes qui restent peu étudiés. On leur demandait quelles utilisations et fonctions ils faisaient de la musique dans leur vie, et ils étudiaient plusieurs thèmes principaux. Et la musique, donc, semble avoir une signification large et profonde dans leur vie, que ce soit pour des fonctions apparemment triviales comme faire des tâches ménagères de manière plus agréable, ce que tout un chacun peut faire, mais aussi chez eux sur des questions existentielles, comme par exemple de choisir de rester en vie plutôt que le contraire. Et puis la musique donc, semble aider à surmonter et compenser les expériences négatives. Nous avons créé un groupe, donc, un atelier de médiation, de thérapie à médiation musicale. Je ne dis pas volontairement musicothérapie, parce que je ne suis pas, contrairement à Stéphane, musicothérapeute. On a appelé le GAM, qu'on a ouvert, que j'ai ouvert donc, il y a déjà 8 ans, pour des adultes présentant un TSA sans déficience en général, qui sont des musiciens, amateurs ou en cours d'études musicales, autodidactes, avec des niveaux plus ou moins homogènes. Le cadre est un théâtre qui est prêté par la ville d'Aix-en-Provence, qui a une convention avec la FAVI, la Fédération Autisme Vie Entière, que je préside. Et les critères d'encadrement, c'est 1 ou 2 thérapeutes qui sont cliniciens, médecins, psychiatres, psychologues, avec une expérience thérapeutique auprès d'adultes autistes, une expérience groupale aussi, c'est pas pareil de s'occuper d'une personne et de 3 ou 4 personnes ou 5, et musiciens, c'est-à-dire qui ont une expérience musicale significative, avec des capacités d'improvisation, d'adaptation et d'animation. Donc 1 ou 2 thérapeutes, dont Stéphane, pendant 3 ans, je le remercie, et notre méthode, c'est une régularité d'un atelier de 2 heures par semaine au départ, puis certains venant de plus en plus loin, je fais un atelier mensuel de 3 heures. 4 à 7 musiciens sont présents, qui proposent soit des compositions personnelles, des thèmes ou des progressions mélodico-rythmiques, et puis les autres participants co-improvisent avec lui. La durée des participations à cet atelier a été de 2 mois, la plus brève participation, jusqu'à 4 ans. Il n'y a pas de limite de temps. Les objectifs de cet atelier, selon la littérature, donc on sait que ça permet de sortir donc, de l'isolement social. La plupart des personnes ayant été déprimés et ayant entendu parler de cet atelier, donc convenu, c'était parfois le seul lien social qu'ils avaient du mois, contribuer à améliorer leur qualité de vie et bien sûr diminuer l'anxiété et la dépression, favoriser l'expression de la sphère émotionnelle, leur communication sociale, pendant mais aussi en dehors de l'atelier, et favoriser l'inclusion au sein d'un groupe, ainsi que le soutien social, la paire aidance et la reconnaissance sociale à travers quelques concerts publics. On a quelques résultats qui étaient préliminaires, mais qui sont surtout intéressants sur le plan clinique pour voir concrètement chez un ou un autre patient ce que ça peut donner, donc des études de cas plus approfondies et non pas des études de corps. Aucun effet négatif n'a été observé chez les participants au groupe. N'empêche pas leur anxiété ou leur dépression de perdurer, ça n'a rien de magique. Les effets positifs ont été très clairement notés sur leur expression et leur communication socio-émotionnelle, mais aussi, j'ai envie de dire, sur leur communication verbale. J'anime par ailleurs des groupes de parole, et c'est vrai que ce groupe de thérapie à médiation musicale a aussi de longs temps de discussion, un premier temps de regroupement, des débriefings au fur et à mesure
des créations que nous faisons et ensuite un débriefing en fin de séance. Et puis quelques résultats quantitatifs pour juste 2 participants. Pour l'un d'entre eux, une nette diminution de l'anxiété sociale, à tel point qu'il a pu participer au film, donc je vous présente juste après, en tout cas le lien pour accéder au film, une diminution de ses craintes, de ses peurs de sortir, ses craintes, ses phobies sociales, l'amélioration de son estime de lui-même. Il a pu proposer ses créations, ses compositions que les autres donc, ont accompagnées, c'est très gratifiant. Et puis une amélioration de ces théories de l'esprit. Il avait tendance à surinterpréter de manière assez persécutive. Il en avait beaucoup moins, et puis moins de jugement aussi envers les autres. Et une meilleure vision de l'avenir en lien avec la musique. Pour un autre patient, une diminution de sa crainte de parler aux autres. Il avait très peur avant de venir au GAM, et il a pu vraiment avoir moins d'évitement social. Il a pu rencontrer d'autres jeunes à cette occasion, donc au groupe de musicothérapie. Et une flexibilité mentale plus efficiente. Il avait beaucoup de mal, effectivement, à s'inhiber. Il avait une forte impulsivité qui a diminué également pour s'accorder rythmiquement et mélodiquement aux autres participants. Et sur le plan musical, il a une très nette amélioration de sa créativité. Il a l'habitude de jouer des morceaux tout préparé, et ça l'a beaucoup aidé au niveau de la souplesse, de l'adaptation, de la flexibilité. En conclusion donc, générale de notre propos à Stéphane et moi, la musicothérapie a donc des effets sur les symptômes cardinaux de l'autisme, la communication verbale et dans une moindre mesure verbale, les interactions sociales et émotionnelles et les intérêts restreints, stéréotypés, mais qui peuvent approfondir à la faveur de l'apprentissage de la musique. Elle n'est pas seulement une méthode de soutien ou même de communication augmentative ou alternative. On voit qu'elle a une efficacité sur l'ensemble des symptômes de la diade maintenant autistique. Et on peut peut-être maintenant, je pense, il faudra voir ce qu'en pensent les Catherine, Barthélémy et les personnes qui ont un poids, peut-être l'HAS. Il me semble maintenant que, vu que nous sommes en train, je crois, d'assister bientôt à l'éclosion des futures recommandations de bonne pratique en 2025, je pense qu'il serait légitime que la musicothérapie soit recommandée. Pour les enfants, en tout cas, il y a beaucoup plus d'études, mais même par extension pour les adultes TSA, et notamment ils ont une déficience intellectuelle parce que les ressources thérapeutiques sont beaucoup moins importantes et chez les adultes et en institution. Et ça permettrait une reconnaissance et une compensation de cette approche thérapeutique globale par les MDPH. Je vous laisse peut-être visionner ce film donc, qui a été fait sur 3-4 ans de pratique de cet atelier. Je vous renvoie également vers les articles que nous avons coécrits avec Stéphane et également sur les articles du coup dans ResearchGate. Et je laisse de nouveau la parole à Stéphane. Merci Renaud. Donc ça va pas être très long. Oh pardon, vous avez eu le temps de prendre en photo? Pardon, allez-y. Donc, au pire, on le remettra, si vous voulez, à Madame Jambard aussi. Juste, j'en profite aussi, moi, pour faire un peu ma pub, entre guillemets. Donc, sachez que, comme je suis passionné de ce sujet, vous l'avez compris, j'espère, donc j'ai créé ce podcast de diffusion et de vulgarisation scientifique. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, donc allez l'écouter, ça parle pas que d'autisme, ça parle de la musico surtout. Voilà, je suis fier en fait d'être parrain de l'association en fait, Prodige qui m'aide beaucoup sur ce projet-là. Et c'est une association donc, qui permet de promouvoir la culture pour tous et pour toutes, peu importe le handicap, peu importe... enfin bref, toutes ces choses qui nous séparent les uns les autres. Et je vais finir, c'est pas moi qui vais donner le mot de la fin, mais c'est quelque chose qu'on a pu entendre à la télé en janvier dernier au sujet de Elon Musk. On va voir qu'on a beaucoup de travail à faire. Très simple, lui, le Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire, il a été diagnostiqué
qui est Asperger. Donc c'est un Barjo complet. Mais un Barjo qui est très simple. Voilà. Vous pouvez retrouver cet extrait sur LCI. Du coup, je ne vais pas évidemment dire qui a dit ça. Mais ça veut dire qu'on a énormément de travail à faire et je suis donc très heureux d'être là avec vous pour que, qu'on puisse porter ce travail tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Bruno, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, merci Stéphane. Oui, en fait c'est drôle, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont demandé si dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, il y aurait, on mobilisait la littérature sur la musique et il semblerait qu'elle soit un peu mobilisée, on ne sait pas comment, enfin voilà, on verra quand les recommandations seront publiées. En tout cas, dans ce que dit Bruno, le fait de parler de la musique, d'organiser des colloques sur le lien entre autisme et musique, ça influence aussi les politiques publiques, soyons clairs. Donc plus il y aura des personnes à parler, plus il y aura d'articles scientifiques, plus la recherche sera connue, plus bien, on aura des recommandations concernant cette thématique. Alors là, on a 5 petites minutes s'il y a des questions, s'il vous plaît. C'était une présentation à 2 voix et j'ai laissé un peu plus de temps, mais vous avez respecté votre temps. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4, j'en vois 5. On va s'arrêter à 5, s'il vous plaît. Alors, Patricia Cornuau, je suis pédiatre chez Cap Enfant. C'est une question pour Bruno. Donc, j'ai entendu que les troubles de l'attention bénéficiaient que c'était une bonne idée peut-être d'encourager la pratique musicale, d'autant que les troubles de l'attention et les TSA, c'est souvent associé. Donc, je voulais avoir un tout petit peu d'approfondissement sur cette question. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, non, je ne suis pas spécialiste du TDAH. Il y a de plus en plus de travaux sur l'effet de la musicothérapie sur tous les troubles neurodéveloppementaux. Je n'ai pas de référence supplémentaire là à vous fournir, mais ça semble vraiment focaliser leur attention. Bon, il y a d'autres techniques, mais celle-là n'est pas invasive, elle est ludique. Elle peut créer du lien social et effectivement, les fluctuations attentionnelles, quand elles sont finalement qu'il y a un ancrage avec une stimulation extérieure, il y aura une synchronisation et un accroissement donc de la focalisation de l'attention sur les stimulations. La méditation également améliore les troubles attentionnels. C'est même une pratique de plus en plus courante pour traiter les troubles attentionnels, mais la musicothérapie en est une, hein, parmi pas mal d'autres, neurofeedback et encore d'autres techniques non médicamenteuses, évidemment. Je pense, Patricia, pour répondre à ta question, cet après-midi, il y a Kevin Jamet, qui sera en visio, qui est au Canada, qui pourra répondre à cette question par rapport à ses études. Il y avait... Oui, madame. Bonjour, je suis Karine Letard, je suis psychologue clinicienne et je travaille avec des enfants atteints de troubles TSA. J'aurais aimé savoir sur la question de la rythmicité, de la musique, puisque j'anime un groupe danse, mouvement danse, sur la rythmique au niveau des études par rapport au TSA. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des particularités, des rythmes? C'était ça ma question, où je pouvais avoir des études sur la rythmicité, la compréhension au niveau des TSA. Je laisse Stéphane répondre. Ouais, merci. En fait, la plupart des études ne détaillent pas leur protocole de recherche, donc c'est pour ça que c'est très compliqué en fait si on reste vraiment sur des études apparemment, par entière je veux dire, pas n'importe quoi. Et donc peut-être dans des ouvrages vous pouvez trouver davantage de choses et même je pense peut-être plus dans le champ là pour le coup des recherches fondamentales, je pense à Hervé Platel, Emmanuel Bigan, et enfin pour les Français mais évidemment
toutes les personnes qu'il y a ici aussi qui ont évidemment brillamment écrit sur le sujet. Mais voilà, je pense que ça sera peut-être plus vers cette littérature-là qu'il faudra aller, parce que là, les études que je vous ai présentées, la plupart d'entre elles, en fait, sont très focus sur la communication, en fait, vous l'avez compris. Et on a présenté là juste une seule étude qui parle de la danse-thérapie mêlée à la musico et chez l'adulte, mais voilà, c'est pas la panacée, quoi. Voilà. Donc je suis navré de ne pas bien répondre à cette question, mais on en rediscutera si vous souhaitez. Merci. Bonjour, je m'appelle Hélène Ruggieri, je suis professeure dans un conservatoire et j'enseigne la formation musicale, le solfège, et je suis chef de chœur et référente handicap également. Ma question est, depuis 35 ans, j'enseigne à des enfants en groupe, mais finalement, est-ce que je ne fais pas de la musicothérapie? Ma question, c'est, quand on nous envoie un enfant, la personne qui nous l'envoie, est-ce qu'il y a une proposition de l'équipe de ça va plutôt la musicothérapie ou ce sera plutôt concret au conservatoire, sachant que nous, on fait des cours finalement inclusifs? Et ma question également, c'est, malgré toute la bonne volonté, nous ne sommes pas magiciens et on se retrouve quand même face à des difficultés, du moins au conservatoire, pour l'absorption et finalement les progrès qu'on fait avec ces enfants dans le collectif. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter, moi je suis docteur jeune, je dirige une plateforme diagnostic autisme et moi je travaille beaucoup avec le conservatoire, notamment où est ma collègue, sur l'apprentissage de la musique pour fabriquer des nouvelles connexions neuronales. Et est-ce que vous avez des études autour de ça? On l'a vu chez le Préma avec le professeur Beau, mais est-ce que vous avez aussi des études sur l'influence de l'apprentissage de la musique comme thérapie aussi dans les troubles du spectre de l'autisme et les TND? Je pense, Bruno, tu peux... Stéphane, si tu veux. Ou plutôt aussi, tu peux répondre, si tu veux. J'ai Chardin en tête, mais... J'ai pas très bien entendu, malheureusement. Là. Ah, la question. Vas-y. Ouais. Tout à l'heure, oui, du coup, Kevin Jamet pourra répondre à cette question davantage. Mais oui, là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est les travaux de Michel Habib, pour le coup, dont tout à l'heure le Dr Gepner a parlé. Et puis, moi, je pense que ça sera mieux. C'est pour ça, donc voilà, s'il y a quelqu'un dont c'est le sujet, il vous répondra cet après-midi, du coup. Merci. Ouais. Oui. Il y a quand même des études de Damasio, longitudinales, qui montrent la croissance de l'augmentation des connexions neuronales donc, chez les enfants qui sont en apprentissage musical. Après, donc, je suis moins centré sur cette question, effectivement, de recherche. Mais oui, je pense sur la question je crois que si j'ai bien compris, de l'inclusion des enfants dans le conservatoire, des enfants autistes, au conservatoire de musique, c'est pour avoir reçu pas mal d'enfants qui viennent du conservatoire, c'est extrêmement compliqué. Le conservatoire est très normatif, il y a des exigences académiques très difficiles à soutenir. Comment donner un tiers-temps à un étudiant en musique au conservatoire, enfin, les relations sociales. Donc il y a une nécessité soit d'avoir un support adapté avec des accompagnants, sinon d'aller dans effectivement l'apprentissage dans le privé, avec soit des enseignants de musique qui sont sensibilisés, qui ont le temps, oui, parce que ça s'accompagne, c'est pas facile. En fait, excusez-moi, pardon Bruno, cet après-midi, Eve-Marie pourra répondre, Eve-Marie Quintin, et également Kevin Jamet. Il nous reste... Très bien. Merci. Il nous reste 3 petites minutes, pas plus en fait, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Aline, je suis la maman d'un petit garçon de 13 ans qui est autiste. La question c'est plus par rapport au style de musique, parce que toutes ces études, je pense que c'est surtout la musique classique qui est utilisée. En néonatologie, je pense que c'est plutôt la musique classique. Est-ce que vous avez un petit peu répondu tout à l'heure par rapport au style de musique, mais par exemple, si on souhaite mettre un bain musical à la maison, est-ce que d'autres sortes de rythmes, par exemple, moi je viens des Caraïbes et c'est des musiques très joyeuses, mais est-ce que c'est adapté à la musicothérapie? En Asie, par exemple, on utilise peut-être d'autres rythmes. Voilà. Moi, vas-y Stéphane, si tu veux, moi je peux répondre aussi. Il semblerait qu'il y ait deux types d'approche et de sensibilité musicale chez les autistes. C'est
pas binaire, mais assez tranché, ceux qui aiment la musique mélodique, douce, et ceux qui aiment la musique énergique, forte, rythmique, percussive. Et moi, je compléterai aussi par rapport à, aussi à la sensorialité aussi, évidemment, qui est à prendre en compte. Et après, effectivement, il n'y a pas... Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu, ça dépend de la singularité aussi des personnes, en fait. Voilà, c'est la musique classique. C'est vrai que, bon, je n'ai pas le temps du tout d'en discuter, mais très souvent, on entend peut-être l'effet Mozart, ou on entend des choses comme ça, un peu magiques, comme ça, comme quoi un style de musique pourrait avoir tel ou tel effet. Bon, c'est évidemment à relativiser extrêmement. J'ai hâte d'entendre d'ailleurs Claire Aupert tout à l'heure parler du pansement Schubert, justement. Mais justement, voilà, c'est pas aussi magique, c'est pas, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Donc, voilà. On va faire très vite, et puis moi, je pense que comme Olivier a donné ses coordonnées, vous pourrez peut-être voir avec lui, mais moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, les bébés ont besoin de rythme, de musique rythmée, et on a longtemps cru que la berceuse était bien, voilà. Et il faut pas, faut faire attention en fait à ce qu'on nous a appris. Voilà ce que je voulais dire. Une dernière question. Merci. Oui, bonjour, je me présente, je suis Madame Koulibaly Aïssata, donc je suis infirmière puéricultrice de formation, actuellement sur un poste de référent santé et accueil inclusif. Et j'avais un questionnement sur la formation attendue pour faire de la musicothérapie. Donc je m'intéresse à la musique et c'était pour avoir un complément d'information. Je vous remercie. Du coup, ça aussi on pourra en discuter, mais globalement, on va dire, la Fédération française des musicothérapeutes a un peu répertorié des centres de formation. Il n'y en a pas beaucoup en France, à Nantes, à Paris et à Montpellier aussi, mais c'est souvent sous forme... Comment ? Et Dijon, oui, pardon. Je ne veux pas vexer. En dehors de ça, même, j'ai envie de dire qu'il y a même d'autres formations qui sont pas reconnues, mais qui sont quand même extrêmement intéressantes, dont à l'Université de Toulouse, dont j'interviens, qui est... Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, pour vous dire que c'est souvent sous forme de DU. Il n'y a pas encore de DE, ce qu'on a appelé de nos souhaits avec le docteur Gepner, mais bon, c'est compliqué. Et il existe des masters, donc il y a le master de Paris-Cité, mais il y a aussi le master qui va ouvrir là la rentrée prochaine à l'Université de la Sorbonne sur les médiations, qui est dirigé par le professeur David Cohen, du coup. Mais voilà, ça donne pas peut-être le titre, entre guillemets, musicothérapeute, mais ça va fortement vous sensibiliser, en tout cas. Voilà, merci. Priscilla. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Priscilla, j'ai 27 ans et je donne des cours de piano aux enfants autistes et non autistes. Et cette année, je donne des cours à un enfant autiste. Je vais donner des cours à un enfant autiste, mais je ne donne pas encore. Mais je donne des cours à des enfants normaux aussi. Et j'ai un adulte aussi. Voilà. J'ai voulu devenir professeur de piano pour les enfants autistes, car je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de professeurs de piano pour les enfants autistes. Et que du coup, ces enfants-là, ils vont dans des écoles qui ne sont pas adaptées à leurs besoins et leurs apprentissages. Et j'aime beaucoup aussi la musique. Je fais de la flûte traversière, du piccolo. Avec la méthode Dolce de Madame Doroc, j'ai beaucoup progressé et j'ai retrouvé beaucoup confiance en moi et estime en moi. Je suis capable d'avancer jusqu'à pouvoir enseigner le piano. J'aime bien être seule dans la musique et je me sens protégée et pas jugée. J'ai fait un parcours musical de diplôme de gestion administrative où je me sentais pas à l'aise. C'était compliqué avec les relations sociales parce que au collège et au lycée, il y avait des jeunes qui n'étaient pas gentils avec moi, ils se moquaient, ils m'utilisaient tout le temps. Par exemple, au lieu de me demander ou par exemple de m'aider, ils m'utilisaient quand ils avaient besoin de moi.
Et ça me plaisait pas forcément. Et après, j'ai fait un diplôme de bibliothécaire où après, j'ai eu du mal à trouver du travail. Au départ, les personnes qui étaient dans la bibliothécaire, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'une personne. Mais du coup, après, ils ont dit qu'ils n'avaient plus besoin, donc voilà. Et j'ai eu du mal à trouver un emploi pendant plus de 2 ans. J'avais pas de poste. Et du coup, j'ai rencontré Madame de Rock, qui m'a suggéré de faire une formation pour donner des cours à des enfants autistes. Donc du coup, j'ai fait des stages un peu partout en France. J'ai été à Cognac, à Amiens, à Lille. Et ces stages m'ont beaucoup plu parce que ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les enfants autistes et aussi leur parcours. Et j'ai aussi fait des stages où j'ai donné des cours avec des enfants autistes. Et ça aussi, ça m'a appris beaucoup à propos de l'handicap et de la différence. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions... À vous tous ici présents, je suis très touchée quand j'entends Priscilla nous raconter tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle vit encore maintenant grâce à la musique. Priscilla ne l'a pas dit clairement, mais vous avez bien deviné qu'elle était porteuse du TSA et que ce qu'elle vient de faire là, au moment même où nous nous parlons, est extraordinaire. Être capable, pour elle, être capable de nous raconter son histoire, son vécu, est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour toutes ces personnes avec TSA. Et là, elle a vaincu son trac. Je ne suis pas sûre qu'elle en est d'ailleurs. Voilà. Et elle nous a fait une histoire magnifique de sa propre vie. Je vais lui redonner la parole pour qu'elle réponde à vos questions, mais vraiment, je suis très très émue qu'elle soit à nos côtés aujourd'hui. Merci Priscilla. Bonjour, je voulais juste vous demander, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la méthode Dolce? Comment ça vous a aidé? Et puis, parce que moi je ne connais pas du tout, donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, la méthode Dolce, c'est une méthode qui consiste à enseigner le piano aux enfants autistes et aussi à les mettre plus à l'aise parce que les enfants autistes, avec les écoles normales, ils ont du mal à donner des cours. Ils ont du mal à apprendre le piano en fait. Ils ont plus de difficultés. Et cet après-midi, cet après-midi, il y aura Françoise de Rock qui a une présentation, elle présentera la méthode. Pardon. Il y avait une autre question par là. Je voulais vous dire merci. C'était super. Moi, je suis musicienne. Mon fils, excuse-moi, c'est vraiment touchant de te voir parler. Oui. Et en fait, c'est tellement... Quand tu parles, tu donnes l'espoir aux parents. Et vraiment, merci. De rien. Merci Priscilla. Moi je suis Bruno Jules, je viens de Marseille. Je prends l'accent mais je n'ai pas l'accent. C'est pas grave. De toute façon, il y a beaucoup de Marseillais qui n'ont pas d'accent. Parisiens ont un accent. Alors, je voulais juste une question. Comme Françoise l'a dit, tu as donc des troubles autistiques. Comment vis-tu l'effet miroir? Tu vois ce que c'est l'effet miroir? C'est-à-dire que tu te retrouves en face de quelqu'un
qui, comme toi, parce que toi tu le vis, mais il y en a plein qui interviennent en tant que musiciens auprès de ces personnes autistes qui ne sont pas autistes. Alors toi, comment tu le vis? L'effet miroir, en fait, je le vis pas très bien parce que je trouve que les autres, ils sont différents de moi. Et que c'est surtout vis-à-vis des jugements des autres. Par exemple, des moqueries, trucs comme ça. Quand les gens ils voient que tu es différent, forcément, ils te jugent et ils ont tendance à penser que t'es pas une bonne personne alors que tu es une bonne personne, quoi. Avec l'enfant autiste, toi, oui. Pas avec la personne dite normale, parce que est-ce que c'est la normalité? Voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être professeur de piano sans professeur phonétique avec des enfants? Je sais pas trop. Oui, j'aimerais savoir comment s'est passé tes années au conservatoire classique, parce que tu es resté quand même, de ce que je sais, plusieurs années dans les conservatoires. Ton rapport avec notamment le solfège, puisqu'il y a quelqu'un qui parlait de cette difficulté de travail en collectivité. Comment ça se passait et comment tu as vécu ces années au conservatoire? Au conservatoire, en fait, j'avais eu des problèmes au conservatoire quand j'ai fait le solfège, parce que j'ai été dans 2 écoles. J'ai été à l'école de musique à Belle, juste à côté, et j'ai été dans une autre école après. Et en fait, les profs, ils comprenaient pas que j'arrivais pas à faire le solfège. Donc du coup, ils étaient méchants avec moi. Et j'ai suivi pas mal de réprimandes, des profs qui s'énervaient tout le temps, qui perdaient patience. Excusez-moi, je vais prendre une dernière question. J'étais prête à la poser. Je dis 2, s'il te plaît. Ok. Merci. Oui, Patrick Orenblit, je suis le président de l'association APT et j'ai découvert l'autisme avec Françoise de Rock il y a une dizaine d'années maintenant. Et j'ai suivi d'un peu loin Priscilla dans ses progrès magnifiques, quasiment au début, toute petite même presque, et aujourd'hui en capacité à, je ne sais pas si elle a l'occasion de vous faire écouter ce qu'elle est capable de faire, mais je l'ai entendue dans des concerts tout à fait remarquables, et c'est pour moi bluffant tous les jours de voir comment tout ceci s'est passé. J'ajouterai simplement, mais peut-être que Françoise en parlera cet après-midi, que nous avons mené une étude d'impact de la méthode Dolce qui a démontré effectivement un pourcentage extraordinaire d'adhésion à l'évolution du comportement, aussi bien sur les progrès musicaux, même si ce n'est pas l'objet premier, mais malgré tout également sur tous les comportements que la personne peut avoir quand elle est TSA. Dernière question. Merci Estelle. C'est pas vraiment une question, c'est juste une brève intervention. Pierre Farago, professeur d'orgue au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Je voulais juste dire que les institutions ne doivent pas être mises spécifiquement en procès. Ce ne sont pas des rouleaux compresseurs. Elles sont constituées de personnes différentes. Alors effectivement, il y en a qui sont capables de comprendre certaines situations particulières, d'autres moins, ce qui a été manifestement votre cas. Mais néanmoins, dans les conservatoires, on peut prendre en charge des élèves et des étudiants autistes, c'est mon cas. Il me semble que par-dessus tout, la chose la plus importante, c'est d'avoir un accompagnement préceptoral de l'enfant atteint par l'enfant ou l'adulte atteint par des TSA. Et effectivement, je pense qu'il faut un accompagnement donc de ce type, et les cours de pratique collective méritent d'être repensés, ça c'est certain. En tout cas, mille merci pour votre intervention.